Terminus, tout le monde descend. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs. C'était ce jeudi. Tout le monde en connaît déjà qui sont ceux-là qui seront à l'Assemblée le 12 février prochain. Les 109 députés élus nouvellement. Nous sommes sur ce plateau pour en débattre et je ne suis pas seul. Je suis avec Eric Koutiko. Eric Koutiko, bonjour. Bonjour Enoch. Avec nous pour décrypter l'actualité de ces campagnes, de ces législatives, le directeur départemental des sports de l'OME, également membre de l'Union progressiste Le Renouveau, Félicien Maotondi-Roukanri. Félicien Maotondi-Roukanri, bonjour. Bonjour cher Enoch, bonjour cher Eric, bonjour chers téléspectateurs de Royal TV Bénin. Merci de nous avoir répondu favorablement pour cette émission spéciale de décryptage. C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Voilà, nous allons rentrer de plein pied dans cette émission. La campagne électorale a démarré le 23 décembre 2022 et hier, la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs. Félicien Maotondi-Roukanri, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ce processus électoral? Merci beaucoup. Le Bénin vient d'étonner une fois le monde entier, vient de démontrer qu'il est le berceau de la démocratie et de la paix. Et nous avons fini les élections législatives du 8 janvier 2023. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs hier. Et dans l'ensemble, nous avons constaté une élection apaisée, une élection réussie dans la paix et dans la compréhension. Cette partie était en lice pour pouvoir discuter les 109 sièges de cette législature, la 9e. C'est une première au Bénin que nous passons de 83 à 109 avec obligation d'avoir une femme par circonscription électorale, dont 24 femmes au moins. Et nous avons observé le déroulement. Chaque parti a fait sa campagne comme l'exigent les tests en vigueur. Les institutions en charge de l'organisation des élections, la Sénat, la Cour constitutionnelle, le ministère de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, chacun a mis du sien, ainsi que les organisations de la société civile et les organisations internationales. Et globalement, nous avons terminé les élections. Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public nulle part. Chacun a respecté les consignes des autorités et chaque parti a déroulé son plan de campagne. Et nous avons été heureux du déroulement de ce scrutin. Et ce qui a beaucoup émerveillé, c'est que dans l'ensemble, les électeurs sont sortis pour aller voter, même si le taux de participation est au-deçà de 50%. Globalement, le scrutin a eu lieu et les résultats sont connus pour le bonheur du peuple béninois et pour les acteurs politiques, surtout les partis politiques ayant tiré leur épingle du jeu, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Alors, Félicien Maotondi-Roukanri, nous avons vu lors des campagnes électorales, vous avez vraiment mouillé le maillot. Et quand on prend aujourd'hui la 20e circonscription, l'Union progressiste, le Renouveau vient vraiment en tête. Qu'est-ce qui a été votre apport quand on sait que tout récemment vous étiez du Bloc républicain? Merci beaucoup. C'est vrai, depuis ma démission du Bloc républicain, je n'ai pas eu la chance de venir sur votre plateau. C'est vrai que le 10 décembre 2022, nous démissionnons du Bloc républicain pour soutenir et adhérer officiellement au parti Union progressiste le Renouveau à Adjong. C'est une décision prise en toute conscience, vu tout ce que nous avons subi au niveau du Bloc républicain depuis le congrès de Parakou, vu les enjeux qui sont en face de nous, vu la marginalisation que nous avons subie, nous qui sommes les porte-étendards du système de la rupture depuis 2015, nous avons décidé de changer de camp et d'être utile à notre communauté. L'utilité dont nous parlons, c'est de donner à notre zone des députés capables de défendre la circonscription électorale, des gens d'expérience, des gens qui peuvent valablement attirer de grands investissements auprès du gouvernement sur notre territoire. Et cela n'a pas raté, nous avons tenu parole, l'objectif a été atteint et nous avons eu un espoir collectif
celui de lever 4 sièges sur les 6 au profit de l'Union progressive de renouveau, avec plus de 70 000 voix accordées à ce parti. Et je suis heureux que notre démission a fait effet. Je suis heureux que tout le monde a suivi les consignes de vote. Je suis heureux que nous avons travaillé dans une ambiance de complémentarité, que ce soit les anciens Union UP, les anciens PLD et nous, les nouveaux démissionnaires du bloc républicain. Chacun a mis du sien et l'objectif était quasiment les mêmes, faire vibrer l'UP le renouveau dans un contexte où le bloc républicain pouvait faire un combat corps à corps. Et je crois que ça a payé cash. Nous avons, avec l'investissement qui a été fait depuis des années, capitaliser cela au profit de l'Union progressive de renouveau. Et chacun a travaillé. Nous n'avons pas à lésiner qui que ce soit. C'était un résultat du groupe. Nous l'avons obtenu ensemble et la joie est collective. Et nous la partageons avec l'ensemble de nos militants et de nos leaders, surtout nos députés élus. Oui, monsieur le directeur, avant de vous adresser ma question, je voudrais vous dire, énoquez-vous, que je ne suis pas content de vous parce que vous vous êtes entendu et vous êtes habillé en blanc, et en local et en blanc, et que vous êtes beau. Et je ne suis pas content de vous. De toute façon, vous êtes beau. Monsieur le directeur, 28 sièges pour les démocrates, 28 pour le bloc républicain, 53 pour l'Union progressiste, le renouveau sur le plan national. C'est ainsi le résultat de la Commission nationale électorale autonome, Sénat. Ce résultat est confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous avons vu le président des démocrates monter au créneau pour faire des dénonciations et pour contester les résultats. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. C'est vrai que le classement général qui a été fait après les conditions des 10%, c'est UP le renouveau premier, le bloc républicain deuxième et les démocrates troisième. Et c'est vrai que le calcul se fait sur plusieurs paliers. Il faut d'abord calculer le taux de participation, le taux que chacun a obtenu en tant que parti politique, avant de parler de la répartition des sièges qui sont calculés dans chaque circonscription électorale. Et au classement général, l'UP est sorti nettement avec 53 députés et les démocrates et le bloc républicain s'égalisent avec 28. Et nous avons entendu sur les médias que les démocrates contestent ces résultats. Et ils ont peut-être raison, c'est eux seuls qui savent les chiffres qu'ils ont à leur possession. Mais ce qui est évident et ce qui est constant, c'est qu'ils ont été emballés par les résultats du littoral, de Paracourt et des collines, en pensant que c'était les mêmes résultats qu'ils ont fait dans les autres départements. Nous avons 24 circonscriptions électorales et on ne peut pas gagner dans 6 ou 7 circonscriptions électorales et dire qu'on a pris tout le Bénin. C'est faux. En dehors de la Donga, c'est-à-dire la 13e et la 14e, il n'y a pas de circonscription électorale où l'Union progressive de renouveau n'a pas levé de siège. S'il n'est pas premier, il est deuxième. C'est pour vous dire que c'est véritablement un parti nation, un parti qui a son ancrage partout. Et on ne peut pas avoir ces chiffres. En tout cas, tous les partis politiques en lice, les 7, ont leurs représentants dans chaque poste de vote et chacun a collecté les données. Chacun, déjà le dimanche soir, sait quel est le nombre de sièges qu'il a pu lever. Et aujourd'hui, la Cour a confirmé les grandes tendances de la Sénat. Et honnêtement, il n'y a pas eu de manipulation des chiffres. En tout cas, pas à notre niveau, au niveau de l'UP, le renouveau. Nous avons eu le nombre de sièges que nous avons à notre niveau depuis le dimanche soir. C'est ça que la Sénat a dit, et c'est ça que la Cour a confirmé. Et je ne veux pas que nous puissions entacher ce processus qui a été dans la transparence totale. Je veux que chacun puisse apporter les preuves de ce qu'il dit. Il ne faut pas parler de façon journalistique sans avoir les documents pour confondre ce que nous disons. Mais ce que nous savons, les démocrates n'ont pas gagné au
autant de circonscriptions qu'ils estimaient. C'était trop tôt de penser que tout est limité à Cotonou. Et mieux, les endroits où ils ont gagné, ils se sont sortis premiers, c'est des circonscriptions à petit effectif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grands sièges à pourvoir. Et donc, même si nous prenons Parakou, ils ont fait ravage dans la 8e, le résultat de la 20e que nous avons obtenu annule systématiquement cet espoir qu'ils ont. C'est de la même façon, quand vous prenez les collines, vous prenez le Koufou, annule cela. Et c'est comme ça, dans le zoo, ils n'ont eu aucun siège, dans le plateau, ils n'ont eu aucun siège, dans les Koufou, ils n'ont eu aucun siège, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, c'est les résultats issus des urnes qui ont été programmés. Et quand le classement les met troisième, ce n'est pas pour dire qu'ils, comment on appelle ça, qu'ils ne méritent pas ça. Le classement est fait selon le nombre de voix obtenues au plan national. Et le bloc républicain est nettement devant eux. Et je crois que c'est la vérité des yeux. Merci beaucoup. L'Assemblée nationale, la 9e, sera maintenant une assemblée avec l'opposition radicale. On ne parlera plus d'une assemblée monocolore. En ce qui concerne les débats, à quoi peut-on s'attendre? Je crois que cette assemblée, ce parlement, la 9e, sera beaucoup plus houleux en termes de débat parce que aujourd'hui, nous aurons trois forces, Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, qui sont considérés comme l'opposition radicale. J'ai même l'impression que ça peut ressembler à la 7e législature. Où il y a les Guy Bitopé. Voilà, début de 7e législature. C'était un peu bruyant. Et donc, malgré ce que nous pouvons avoir en termes de bruit ou bien de rage à défendre telle ou telle opinion, la mouvance présidentielle est confortable avec 81 députés. C'est pour vous dire que le président Patrice Talon a obtenu l'essentiel qu'il faut pour poursuivre ses actions. Cela veut dire que le peuple béninois a accordé sa confiance au président Patrice Talon à plus de 70%. C'est pour vous dire que ce que les gens disent, les critiques que les gens font à l'égard du chef de l'État n'est pas aussi vérifié et n'est pas aussi admise par le bas peuple, s'il faut le dire. Et comme vous le savez, dans les grandes nations, les grandes villes ou les capitales des grandes villes ont été toujours contrôlées par l'opposition au pouvoir. Ce n'est pas de nouveau, autant des anciens présidents, Cotonou, Porte-Novo ont toujours été pris d'assaut par l'opposition, encore que ce n'est pas le cas exclusivement cette fois-ci. Et nous aurons une assemblée très, très, très houleuse. Reste à savoir si les démocrates sont venus pour contribuer à l'évolution du pays ou pour bloquer les choses. Ce qui est sûr, l'effectif qu'ils ont ne leur permet pas de bloquer quoi que ce soit. Et le président Patrice Talon n'a même pas de souci à se faire. Et il déroule son PAG2 pour que le Bénin puisse avancer et que les Béninois puissent s'en sortir et puissent constater effectivement qu'il est un développeur né. D'ailleurs, il a dit lors des présentations de vœux ce mercredi que c'est le Bénin qui gagne, ce n'est pas l'UPR qui gagne, ce n'est pas le Bloc républicain, ce n'est pas les démocrates, c'est le Bénin qui gagne. Maoutondi Félicien, on gagne. Comment peut-on expliquer Porte-Novo dans cela nomenclature? On sait, avec l'apport du PRD, l'UPR n'a pu avoir que 3 députés pour l'UPR. Et s'il faut dire les circonscriptions où nous avons été surpris, désagréablement, je parle en tant que membre de l'Union progressiste de Renouveau, la 19e fait partie. Parce que l'alliance ou la fusion entre le PRD, l'ancien PRD et l'ancienne Union progressiste de Renouveau, tout de suite conforte ce parti dans la 19e. Parce que vous savez, on a pris l'exemple sur les élections communales de 2020. Où le PRD à lui seul battait l'ensemble de UPBR dans la ville capitale, à Semekoji, à Djara, un peu partout. Et ce sont ces analyses qui nous permettaient de dire d'office qu'au bas mot que l'Union progressiste peut avoir dans la 19e, c'est 5 sur les 6, au bas mot. Mais la surprise a été générale et nous avons été
stupéfait de comprendre que les démocrates qu'on n'a pas vu venir ont partagé à part égale 2-2 avec l'Union progressive de renouveau. Et n'eût été, je dis, Adjara et les Agégués, nous n'aurons même pas le siège de femmes parce qu'ils ont pris Porte-Novo, ils ont pris Semepodi qui sont les greniers électoraux de la circoncision. C'est pour vous dire que les élections se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et il ne faut pas minimiser l'adversaire. Nous avons appris à notre dépens. Et l'essentiel, c'est que globalement, nous avons levé plus de sièges que les autres. Nous avons eu 3, les démocrates ont eu 2 et le bloc républicain a eu un siège. Donc, nous allons intégrer cela, surtout les leaders de la 19e doivent intégrer cela pour savoir que ce qui nous attend les jours à venir, c'est du boulot. Et nous avons compris que les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Et le taux de participation aussi entre les 24% dans la zone, au moment où nous, dans la 20e, nous tournons autour de 44%, eux ils sont autour de 24%, et on a l'impression que ceux qui sont sortis même pour aller voter sont plus démocrates que de la mouvance. C'est pour vous dire que nos populations n'ont pas sorti pour aller voter. Parce qu'à Ivoire est détenu du Porte-Novo. Nous n'irons pas sur ce terrain. Pas ça. Ça peut être l'un des arguments des démocrates qui sont venus voter. Parce que quand vous voyez, moi j'avais vu des bureaux de vote, 700 inscrits, 70 qui viennent voter. Parmi les 70, tu as 30 qui votent les démocrates et tous les autres partagent les 40 qui restent. Donc, ça a manqué de stimuler nos populations à sortir pour aller voter. Surtout dans les grandes villes, c'est la classe moyenne ou l'élite. Donc, beaucoup font ces analyses propres et puis ne sortent pas pour aller voter. Donc, c'est l'une des surprises que nous avons eues de façon globale. Ça ne nous a pas étonné que ces résultats ont viré comme ça. Porte-Novo, Semepodi, Cotonou sont considérés comme des grandes villes, où les gens sont fâchés. Laissez Maroton ils sont fâchés, peut-être ils ont leur raison. Et ce n'est pas seulement ces surprises dans la 15e, dans la 16e, il y a aussi des surprises. Celle-là, la jeune fille, celle-là qu'on appelle jeune fille, toujours, peu importe. Fagla n'a pas pu tirer son épingle du jeu. C'est le cas de plusieurs autres députés qui ne reviennent pas cette fois-ci pour la 9e législature. C'est la législature des 109 députés, la première pour le Bénin. Comment voyez-vous cette situation? Oui, c'est dans la même logique de ce que je dis. C'est vrai que Cotonou n'a pas trop surpris que la 19e, parce que Cotonou, c'est la grande métropole, et Cotonou a toujours été discuté par l'opposition. Revoyez l'histoire des élections, vous allez voir que Cotonou a toujours été, parce que Cotonou, c'est tout le Bénin qui est là. Donc, tout le monde est là, ça fait que ça n'appartient à personne. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. C'est après les élections qu'on se rend compte du tableau et puis on prend acte. C'est vrai que ça a été une surprise que ça soit les deux mouvances fortes, l'UP et PBR, n'ont pas pu ensemble lever plus de sièges que les démocrates. Et tout ça, ça se comprend. Les travaux d'envergure qui ont été faits à Cotonou, où je dirais même plus de la moitié des gros investissements en termes d'infrastructures ont été mis à Cotonou. Et cela n'a pas empêché les électeurs de Cotonou de se comporter comme ça. C'est vrai que depuis les cases qu'il y a eu pour pouvoir dégager des gens pour faire ces travaux. Ça dit que la population avait la dent dure contre ces réformes? Oui, pas dent dure contre ces réformes. Vous savez, nos populations, pour la plupart, ne comprennent pas qu'avant de faire les omelettes, il faut casser les œufs. Vous voyez tout ce qui a été fait en termes d'infrastructure à Cotonou.
Et reprenez les anciennes photos, et reprenez les nouvelles. Vous verrez que avant d'en arriver à là où nous sommes aujourd'hui, il faut casser certaines choses, il faut embellir certaines choses, il faut dégager certaines choses. Maintenant, les gens qui sont habitués à rester dans leur saleté, dans leur pourriture, et qui ont été vus dégager et qui ne se sont pas réinstallés ou qui n'ont pas encore repris leur forme habituelle, vont toujours garder dans. C'est humain, c'est naturel. Même si c'est en son âme et conscience que ce qui a été fait, c'est pour le pays, c'est pour que le Bénin puisse se respecter et avoir de belles images. Et comme lui, dans son ventre, il n'a pas ce qu'il veut, il s'en va pour aller sanctionner. Et le seul moyen pour ces gens-là de marquer la gouvernance, c'est d'aller voter contre. Et vous imaginez que les démocrates n'ont pas de militants véritables. C'est des fascistes. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut même pas compter ceux qui sont de vrais démocrates en dehors des candidats ou ceux qu'on a vu faire les campagnes. Eux-mêmes, ils sont étonnés des performances qu'ils ont faites. Parce que de l'administration publique jusqu'au dernier des Béninois, on ne sait pas exactement qui sont fâchés, qui ont été mis dans les réformes. Et c'est les résultats qui ont monté combien de fois beaucoup de personnes étaient fâchées dans son coin. Et vous demandez à ceux qui ont voté les démocrates de nous montrer les candidats ou bien de nous amener chez les candidats. Ils ne les connaissent pas. Alors, monsieur le directeur, Rachid Gbadamassi, comme un Sénégal Fagla dans la 8e circonscription, c'est le plus en vue. Rachid Gbadamassi ne sera pas de la 9e législature. Même si vous n'êtes plus membre du BR, Rachid Gbadamassi, grand absent pour la 9e législature, quelle analyse vous faites? C'est vrai que ça fait partie des surprises que nous avons eues, mais parce qu'on ne peut pas imaginer que l'honorable Rachid Gbadamassi positionné deuxième dans une circonscription à 5 sièges ne sortira pas. Pour ce qu'on lui connaît de professeur, docteur, émérite de politique, tout ça, qu'il peut lamentablement échouer comme ça. S'il n'a pas été candidat, on pourrait comprendre. Mais à être candidat deuxième titulaire et échouer à Parakou, qui est supposé être son fief, cela montre que nul n'est fort éternellement. Cela montre que effectivement les gens sont fatigués et les gens ne veulent plus de certaines figures. Parce que même si on dit que le passage de l'ancien président Boni Yayi à Parakou a fait les choses, si véritablement il est toujours dans le cœur des Paraquois, il allait voter pour lui. Et si moi j'aime quelqu'un, la présence de son adversaire ne peut pas m'empêcher de ne pas lui apporter mon soutien. Parce que tout le monde sait que les deux sont des adversaires, ils se cherchent. Donc si vous aimez, vous voulez le porter, le président Yahi peut faire 1000 tours à Parakou, ça ne va pas empêcher les gens de soutenir leur candidat qui a beaucoup fait pour eux. Mais si ça se passe comme ça, cela montre que effectivement, des gens sont fatigués et c'est une manière de dire que c'est bon, vous pouvez raccrocher. Donc, je sais qu'il est professeur de politique, il va prendre acte de cela et savoir réorienter ses combats politiques. Merci. Permettez-moi de faire encore un tour en arrière. Si vous n'étiez pas sorti du biais, quel serait le résultat du biais dans la 20e? Bon, je saurais, tu sais, je n'ai aucune prétention de tirer ces résultats vers moi-même. Ah mais non, quand on dit les ambassadeurs de Patrice Talon dans le département de Lomé, c'est fort. Parce que quand Félicien Maotondi ne travaille pas à Adoum seul, il travaille à Bonou, à Dangbo, à Vrancou, à Porto-Nouveau, un peu partout. Vous voyez, donc votre départ a créé quel problème au BRL en réalité? C'est un groupe, comme vous l'avez dit. Nous avons démissionné. Nous avons impacté, notre démission a impacté 3 circonscriptions électorales majeures. La 20e, la 19e et la 21e. Et vous verrez ces 3 circonscriptions, vous verrez que nettement l'Union progressiste, le renouveau est premier. Et le cas de la 20e est palpable parce que c'est là où on a fait plus de performances. Et vous voyez que les résultats sont 10 000, 32 000, 21 000. Donc, ça veut dire que notre 3e est sorti
de justesse. Vous comprenez? Ça veut dire que si cette démission n'a pas été constatée tôt et que nous avons pris notre bâton de pèlerin dans toutes les 5 communes à rallier tous nos éléments dans son arrondissement, dans sa commune, un peu partout, et nous risquons d'avoir 2, peut-être plus la femme. Nous risquons d'avoir le résultat que nous avons dans la 19e, et 3, 2, 1. Donc, c'est pour vous dire que l'ensemble des démissionnaires du PR vers l'Union progressive de renouveau a consacré cette victoire, a confirmé la suprématie et a mis toute la circonscription presque au jaune. Et c'est une fierté pour nous, même si nous n'avons pas été candidats ou nous ne sommes pas élus, mais c'est une satisfaction morale de savoir que nous représentons un maillon fort au niveau de la zone, et c'est le moment de remercier tous nos éléments qui ont suivi le mot d'ordre de la démission et qui se sont donnés. C'est aussi le moment de remercier tous les anciens Union progressive de renouveau qui nous ont accueillis, qui nous ont laissé dérouler notre stratégie et qui n'ont pas discuté nos propositions et puis nos choix. Honnêtement, l'honorable Justin Angodiété, Aranvoy Ebla, Vincent David, Denise, le baron Michel, eux tous nous ont écoutés et nous ont laissé dérouler toute notre stratégie pour pouvoir effectivement être efficaces à leur côté. Et ça a payé, et nous sommes premiers. Ça dit que l'Union progressive, le renouveau, avait besoin de ce soutien de cette jeunesse de la 20e dont vous êtes à la tête. Oui, ils en avaient besoin. S'il n'y avait pas ce soutien, je parie, on n'aura pas 4. Ça, on n'a même pas besoin de réfléchir. Si on n'avait pas cette démission et fait ce combat ouvertement avec tous les autres, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas notre réseau seul, avec tous les autres, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que, au fait, les gens aiment le bloc républicain. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages, de jeunes et tout ça. Mais le BR a péché par son positionnement avec ce que nous avons vu. Et il faut que nous disions non, parce qu'ils n'ont rien fait de nouveau. Donc, on a sifflé la fin de la récréation et ils auront le temps de comprendre. Ce qui est sûr, la circonscription est prise d'assaut par l'Union progressive de renouveau et ce sera ainsi sur des décennies. Et ça dit que le positionnement sur la liste des élections législatives a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, c'est ça qui a fâché tout le monde. Parce que c'est après le positionnement que les démissions ont commencé. Et pensez-vous que c'est la démission qui va régler le problème? Et vous savez, il y a 1000 manières de dire non à certaines choses. Et si vous êtes fâché une fois, 2 fois, et vous dites les mêmes choses, et c'est les mêmes erreurs, vous savez que les mauvais positionnements nous ont fait perdre les communales de 2020. C'est la même chose. J'ai été dans les commissions au niveau du PR qui ont fait les positionnements. Tout ce que nous avons fait à Djoum, tout a été changé à Cotonou par les mêmes personnes. Nous avons bataillé. Heureusement pour nous à Djoum, nous avons tiré notre épingle du jeu, mais les autres communes sont tombées. Et l'UP a pris tout. On a fait tous les rapports, on a tempêté et on pensait que cela sera corrigé pour les législatives. Et c'est les mêmes personnes dans les mêmes conditions. Donc si on ne dit pas non, et on reste encore là, et on fait la bataille, et ça donne, les gens là ne vont pas changer. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, si nous devons encore continuer, ils auront le nombre de députés qu'ils espèrent, ils vont croire que nous avons tort et qu'ils avaient raison. On a dit, bon, il faut mettre fin à cette affaire et basculer vers l'autre camp et donner la chance à l'UP d'avoir le terrain. Ils ont 4 mairies, aujourd'hui ils ont 4 députés. Et les nôtres ont une mairie du moins et un député. Bon, on verra avec le temps, s'ils auront le temps de revenir. Nous avons vu parmi les frustrés qui, au dernier moment, ont commencé par mouiller les maillots. Après la rencontre qu'ils ont faite peut-être avec le chef de l'État, pourquoi ils ont ravalé leur vomissure? Bon, je saurais le dire. Tu sais, nous sommes en politique. Chacun sait ce qu'il veut de sa vie politique, ses ambitions, ce qui le motive. Nous sommes un peu en griffe bizarre. Quand nous disons non, c'est difficile de revenir parce que
nous ne savons pas partager nos engagements. Ça fait partie de nos principes. Ça fait que même aux sorties des listes, nous avons tenu beaucoup de séances entre nous, leaders du Bloc républicain. Beaucoup ont préféré ne pas lever la tête, mais rester à l'intérieur et travailler comme le parti. Moi, je fais partie de ceux qui ont dit, si nous voulons travailler et marquer cette affaire, démissionnons, faisons le combat ouvertement. Sinon, on ne sera pas efficace. Si nous allons rester à l'intérieur et travailler comme le parti, nous n'aurons pas le résultat parce que nos militants ne sauront pas que nous sommes fâchés, nous ne sommes pas là. Sortons et faisons le combat ouvertement. Mais j'étais le seul incompris. Moi, j'ai pris ma décision, moi, j'ai démissionné, j'ai fait mon combat ouvertement. Il y a des gens qui sont restés, qui ont dit, et après, on les a revus encore en train de faire campagne pour le Bloc républicain. C'est un choix, nous n'accusons personne. Ce que nous savons, nous avons fait nos choix et nous avons atteint notre objectif. Et puis, nous sommes fiers de ça. Bon, ma dernière question avant de laisser Enoch Moussinou, je voudrais vous demander, actuellement, vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Ne pensez-vous pas que c'est un parti déjà saturé? Qu'est-ce que vous attendez de ce parti après? Tous les partis sont saturés. Le Bloc républicain est saturé, les démocrates sont saturés, même Moël Béné est saturé. Tout est saturé. L'essentiel, c'est ce que vous apportez au parti. Vous savez, moi, je suis venu le 8 décembre. Mais l'UP Le Renouveau m'a mis point focal de mon arrondissement. Ça veut dire que toutes les performances de l'arrondissement de Gabana à Adjoumi, je suis le responsable numéro 1. Donc, si j'ai échoué, c'est moi qui portera les responsabilités. Si je gagne, c'est moi. Et au niveau de la vallée, M. Eric est témoin, j'ai été même le porte-parole des campagnes en termes des passages sur les chaînes de médias, point focal, hack et tout ça. C'est pour vous dire que si vous êtes bon et vous êtes efficace, même si c'est 1 million de personnes qui sont là, les gens viendront vous tirer pour dire viens jouer ce rôle. Vous serez identifié. Ce que moi, je vais dire, moi, j'ai jamais peur d'appartenir à un groupe. Vous pouvez être 1 million là avant mon arrivée. Mais ce que je sais, c'est que mon travail va me distinguer et je peux m'imposer à travers mon travail. Je ne cherche pas à négocier des faveurs avec les gens. C'est pour ça que si on me piétine comme on veut, je peux aussi prendre mes effets et le plier parce que je sais que j'apporte quelque chose de plus grand et si les gens n'ont pas les yeux pour voir ça et valoriser ça, ça fait leur problème. Et aujourd'hui, au moins nous avons un exemple palpable et que ces élections ont permis de comprendre que nous sommes ensemble, nous sommes jeunes, nous sommes tous jeunes, mais les jeunes n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes audiences, n'ont pas les mêmes capacités de mobilisation et n'ont pas les mêmes, comme le dit en langue, donc merci. Est-ce membre du Bloc républicain vous êtes, acteur politique, quel avenir voyez-vous pour ce parti politique, surtout dans la 20e? Le Bloc républicain. Non, c'est un parti à part entière. Ils seront un député, ils seront. C'est pas à moi de prédire leur avenir, ni de dire comment ils vont faire. Je ne leur ferai pas une consultation comme ça. Ils savent comment ils vont se débrouiller pour relever la pente. Ce que moi je sais, c'est comment apporter ce que moi je connais à ma formation politique, non progressiste de renouveau, pour qu'on ne tombe pas. C'est tout. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Nous savons déjà qui sont les nouveaux députés de cette 9e législature. À quoi s'attendre de ces 109 députés? Je pense qu'il faut que ces députés, dans leur grande majorité, pour ne pas dire dans l'ensemble, contribuent à élever le niveau de développement de notre pays. Nous savons que le député ne fait pas de routes, ne construit pas des écoles, mais nous savons que c'est le député qui donne ses moyens au gouvernement de le faire. Et il faut que le Parlement soit véritablement un Parlement au service du peuple, que le gouvernement puisse avoir les moyens qu'il faut dans le temps et aider à ce que les grands projets inscrits au PAG2 soient réalisés. Et demander à ce que chacun puisse, au nom du Bénin et au nom des Béninois,
pose des axes, des réflexions qui améliorent nos conditions de vie, de travail, et ensemble, sans chercher la tête de quelqu'un, penser à la nation bénine. La législature finissante a été appelée à tort ou à raison une législature monopolaire. Cette fois-ci, les élections se sont bien déroulées. Ils sont bel et bien élus. Nous tendons vers la fin du mandat, encore 3 ans pour le chef de l'État. Est-ce que vous craignez le syndrome des fins de mandat? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, mais nous pensons qu'avec la majorité confortable que le gouvernement a à travers ces deux partis, IP, le Renouveau et Bloc républicain, nous n'aurons pas cette affaire de syndrome de fin de mandat. Ce qui est important, c'est que le chef d'État puisse, en toute responsabilité, comme il a toujours su le faire, analyser ses résultats et faire les thérapies qu'il faut pour que les 3 ans qui viennent, nous puissions véritablement faire de véritables hommes politiques qui sont aimés par la population, qui peuvent valablement assurer la relève, assurer la continuité des actions et garantir une fin de mandat paisible. Et je crois que ça va se faire. 81 députés sur 109, c'est beaucoup. Et les autres promotions qui suivront vont tenir compte de la capacité de mobilisation des acteurs, parce que les 3 ans doivent être des années de politique pour que nous puissions assurer 2026. Et c'est ce que moi je pense. Vous venez de le dire, les 3 années seront une année de politique à lire profondément. Ceux-là qui voudraient être candidats d'ici 2-3 ans doivent déjà commencer le travail sur le terrain. Si ça a commencé même depuis hier que la Cour constitutionnelle a proclamé le résultat définitif. Ça a commencé. Ceux qui sont élus hier ont déjà commencé par faire les calculs pour 2026. Ceux qui n'ont pas été élus ont commencé, et c'est pour vous dire que ça finit vite. Et chacun sait comment il va s'y prendre pour qu'en 2026, ça soit son tour. Ce qui est important, c'est que nous puissions travailler en apportant ce qui est utile à la communauté. Quel avenir pour Félicien Maoutondié-Roncarin, aujourd'hui membre du parti l'Union progressiste, le Renouveau? Non, moi, je pense que nous n'allons pas baisser les bras. Ce que nous faisions hier, de l'autre côté, nous allons continuer à le faire dans notre nouvelle formation politique. Nous n'allons pas baisser d'un cran. Au contraire, nous allons doser davantage parce que nous sommes jeunes. Nous avons la confiance de nos populations, de la jeunesse, de l'OME, de la 20e. Et nous ne ferons pas moins que ce que nous faisions, encore qu'aujourd'hui, nous avons les preuves que nous appartenons à un grand parti politique au plan national. Donc, il y aura assez de boulevards qui nous donneront des moyens de continuer ce que nous faisons pour que notre parti puisse en tirer grand profit. Vous savez, ce que nous faisons personnellement en tant qu'individu sont reversés au parti lors des élections. Et c'est pour ça que les chefs de parti, les responsables de partis politiques doivent tenir compte de ce que chacun apporte individuellement à sa communauté pour qu'en le valorisant, ils puissent tirer profit. Les partis ne donnent pas de grands moyens aux individus de faire ce qu'ils font. Les œuvres que nous faisons au quotidien, aucun parti ne vous donne ces moyens. Chacun le fait de sa propre, de ses économies. Mais quand le parti positionne, le parti prend tous ces investissements-là en son nom. Aujourd'hui, on dit l'Union progressiste du Renouveau a 53 députés. Ça veut dire que c'est l'Union progressiste qui gagne. Mais quand vous voyez l'investissement de chacun, de chaque candidat positionné, ce qui sort de sa poche avant que le parti ne tire profit, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça que nous allons continuer à faire ce que nous faisions. Nous demandons à tous nos leaders, surtout nos députés élus, de nous accompagner, de ne pas tomber dans la mégalomanie ou bien dans le complexe. Dans le fourré de... Voilà.
et de commencer parce qu'en politique, il y a beaucoup de coups. Il y a ceux qui viennent mentir pour plaire, ceux qui n'ont rien, mais c'est eux qui ont la grande bouche. Il y a ceux qui sont là pour tirer les autres et éloigner ceux qui sont bons. Je pense qu'ils sont tous des habitués. Ils doivent savoir écouter tous ceux qui viennent à eux et savoir valoriser ceux qui sont utiles pour qu'ils soient toujours à leur top niveau. Voilà. Nous n'avons pas fini cette émission sans parler de la direction départementale des sports dont vous êtes à la tête. Comment se porte la direction départementale des sports, vos activités au cours de cette année 2023? Merci beaucoup. Vous savez, nous avons fini 2022. Le budget est voté. Nous attendons le top au niveau du ministère pour pouvoir démarrer l'année 2023. Pour le moment, nous sommes à l'heure du bilan, faire le point de 2022 où nous avons eu à faire assez d'activités. Nous avons pu tirer beaucoup de grands événements sur le territoire de Lomé. Vous êtes témoin du championnat scolaire qui a abouti à ce que le Bénin soit champion de l'Afrique. Ça veut dire que quand féminin comme masculin. Quand ça part d'Adjoum, quand ça part de Lomé, ça finit toujours bien au plan national. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui le disent. Nous allons maintenir la même pression avec nos collaborateurs et nos encadreurs et avec le soutien du ministre et de tout le gouvernement. Nous allons continuer pour que progressivement les objectifs du PAG Sport soient atteints, tout au moins. Pour ce qui concerne l'OME, nous ne ferons pas moins que ce qui c'est la première fois qu'on reçoit cette année sur notre plateau vos vœux. Nous sommes toujours en janvier, nous sommes en début de... La politique a vraiment pris place sur les festivités du Nouvel An. Vos vœux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Je dis mes meilleurs vœux au président Patrice Talon, le père de la nation, et à son épouse, la première dame, pour l'aura qu'ils ont sur notre pays, à ce que le Bénin puisse avancer chaque jour. Et dire meilleur vœu à mon ministre, le ministre Oswald Domeki, pour la confiance renouvelée chaque fois qu'il a à notre modeste personne, à tous nos collaborateurs, tous les ministres du gouvernement, et le préfet du département de l'Ouémé, Madame Potrossou, pour la collaboration franche qui nous caractérise, à tous les militants de l'Union progressive du Renouveau, à commencer par le premier des militants, le professeur Djobénou, pour la victoire qui a été consacrée cette année. C'est le premier grand cadeau que Dieu lui a fait en ce début d'année. Remercier Royal TV Bénin et son chef pour l'occasion que vous nous donnez chaque fois. À nos familles respectives, heureuse année, que Dieu nous accorde la paix, la santé et le succès dans nos projets. Que 2023 soit la consécration de tout ce qui est raté dans les années antérieures. Bonne année. Merci à vous, Félicien Maotondi Rougan. C'était cette émission spéciale co-animée avec Eric Koutiko. Merci à vous, Félicien Maotondi Rougan, qui a accepté d'écouter l'actualité de ces élections législatives avec nous. C'était cette émission spéciale que nous vous remercions d'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement. Merci.